Et récupérer 2 points d'hier, enfin, pas d'hier d'ailleurs, accentuer 2 points pour pouvoir entrer dans la 4e page du diplôme jaune, à savoir rappeler, en tout cas c'est une des thèses que je peux proposer ici, les affects, quels qu'ils soient, ne sont jamais irrationnels, c'est-à-dire sans raison, n'obéissant à aucune logique, mais ils peuvent le paraître comparativement aux formes de rationalité tenues pour évidentes. Ils ne sont pas les affects, quels qu'ils soient, quelle que soit même la violence réelle supposée de la manifestation, les affects ne sont pas irrationnels, c'est-à-dire hors logique, hors sens, comme dit vulgairement, même si philosophiquement parlant, c'est une erreur, mais ils ne sont jamais hors sens. Par là même, je veux dire, ils ne sont pas des forces abruptes de la nature. Mais ils peuvent le paraître irrationnels, c'est souvent le cas d'ailleurs, d'être considérés comme irrationnels par rapport aux formes hégémoniques des raisons. Je peux dire ça autrement. Plus notre représentation de la raison est étroite, sans nuance, et plus les affects apparaissent comme irrationnels. Mais ce que nous appelons la raison est une modalité de raison. Ce n'est pas la raison. Si on les écouter les jeux de mots, la raison n'est pas la raison, c'est une raison historiquement constituée, propre à certaines modalités d'intervention. J'ai déjà dit, la psychanalyse, si c'est une référence pour certains, la psychanalyse est une théorie qui se veut scientifique d'un objet ad hoc, comme la physique l'est par rapport à ces objets. Il faudrait dire très très fort, penser très fort que les affects ne sont pas irrationnels. La preuve, je trouve, une des preuves, c'est le lien transférentiel inconscient qui peut détestation et amour, ou amour pour donner la formule classique. Et les liens transférentiels avec quelqu'un expliquent ce qui, en apparence, paraîtrait immotivé, absurde, sans raison. Vous voyez? De ce point de vue-là, on pourrait même risquer l'idée que la psychanalyse, une théorie, il y a d'autres, une théorie de la rationalité inconsciente. Vous voyez? De la rationalité inconsciente. Si, bon, là je me répète, si on entend par inconscient, non pas un abîme sans fond, mais une modalité, on va dire, si on était en philo, on dirait une modalité non cartésienne de rationalité. Quand Freud dit l'inconscient ne connaît pas la contradiction, c'est parce que l'inconscient n'a pas lu Descartes, n'est pas influencé, disons, par Descartes. Il a dû lire d'autres auteurs, probablement aussi intéressants. Bon, je peux arrêter là, disons, mais ça serait très, très utile. Mais c'est en fait ce que les sociaux pratiquent de fait. Si vous arrivez à comprendre pourquoi cet usager qui a tant insisté pour venir vous voir, qui vous a fait déplacer de 3 rendez-vous que vous aviez déjà prévus pour d'autres, vous les déplacez parce que la situation était grave, d'après lui, au téléphone, et qui ne vient pas. Ça, c'est partout, hein, partout, et pas qu'en France d'ailleurs. Il ne vient pas, ou il vient, mais je n'ai rien à vous dire, j'ai oublié pourquoi. Ah oui, j'ai oublié pourquoi, hein, le salaud, hein, j'ai oublié pourquoi. On peut se dire, mais il est irrationnel, ce mec. Il attend un système irrationnel. Ça, c'est quand on est feignant, on dit ça. Quand on est feignant,
on dit il est irrationnel. Quand on veut se donner un peu la peine, il vaut mieux chercher. Hein? De quoi parlent les affects non convenables? C'est pourquoi les maîtres se trompent, les maîtres d'école se trompent quand ils disent votre question est hors propos. Ils ne sont jamais hors propos. C'est le maître qui est hors maîtrise sur cette chose. Bien. L'autre point, guère abordé explicitement, c'est une des critiques que je ferai à ces journées d'études si j'étais inscrit, mais comme je ne me suis pas inscrit, je ne fais pas de critiques. Et à propos de la question de l'idéologie, terme que j'ai utilisé 2-3 fois, je n'étais pas le seul, mais je suis très redevable, mais je n'ai quasiment pas défini. Et c'est très mauvais, toujours, c'est très mauvais pour la santé de travailler, pour la santé mentale, et de travailler avec des concepts non définis. Hein, on patauge dans le vide. Que peut-on entendre, vite fait, mal fait donc, que peut-on entendre par idéologie? Penser, c'est une pensée, un discours, un geste, un comportement, une institution. Vous voyez, les idéologies sont aussi des institutions. La plus connue de vous, c'est le travail social. Hein? Le travail social est une institution égale une idéologie sur pattes. À moins qu'elle soit unijamiste, bien sûr. C'est une pensée, donc c'est une pensée, mais pas seulement, c'est une manière de vivre, de s'habiller, de sentir, de ne pas sentir, etc., qui est à la fois non neutre, avant tout et surtout, s'il fallait retenir une sorte de définition minimale, l'idéologie veut dire non neutre. Ou, comme disait Tommy Karoff tantôt, le jugement. Comme disait l'ami Serge Portelli, c'est les affects, etc. Qu'on n'aime pas les patients, les usagers à la même manière. Donc, idéologie veut dire petit a, orienté ou non neutre, partisan, ou les adjectifs qui vont avec. Idéologie veut dire, en deuxième lieu, que ce point de vue, ses attitudes, sa manière de penser, de faire, de naître, de vivre, de mourir, sa manière, donc, pas neutre, contribue soit à la perpétuation, soit à la mise en question du monde existant. Troisième et dernière caractéristique, bon, les idéologies ne sont pas individuelles. On peut dire mon chat, pour celui qui passait par exemple, ma voiture. Mon idéologie, c'est pour le moins prétentieux. Je ne suis pas l'inventeur, je ne suis pas le seul porteur, et surtout, je ne fais pas avec ce qui me chante. Hein. Avec ma voiture, oui, je peux aller dans les murs. Ça m'est arrivé. Vous voyez, mais avec l'idéologie, je ne peux pas faire ce qui me chante. Je suis authentiquement de gauche. Une phrase en salle de prof qui est très parlante. J'ai fait l'article là-dessus qui m'a valu quelques solides inimitiés, mais j'adore ça. Une phrase, hein. Il se dit de gauche, mais il faut voir la pédagogie qu'il a dans ses cours. Il se dit de gauche, ça va pour tout chacun, hein. Ce n'est pas nécessaire d'être fort pour ça. Ils ne sont pas les monopole de la connerie. Il se dit de gauche, mais il faut voir la pédagogie de non-gauche qu'il a. C'est-à-dire qu'une idéologie, j'en suis pas maître, elle est objective, au sens où elle n'est pas réductible à mon désir, à ce qui me chante, à ce que je voudrais. Je suis de gauche, je suis de droite, il manque un verbe, hein, j'aimerais. J'ai fait de mon mieux pour. J'ai fait de mon mieux pour être plutôt gauche, plutôt droite.
plutôt mec, plutôt nana. Je fais de mon mieux. Mais on connaît les préceptes, peut mieux faire. On n'est pas maître d'idéologie dont on est porteur, comme on n'est pas maître de son désir. Je veux pas, j'esquive la question la question qui me taraude depuis quelques siècles. Non, la question des idéologies inconscientes. Ils ne sont pas loin, pas du tout loin, pas du tout loin. Mais bon, c'est pour une autre fois, je ne sais pas quand. Les idéologies, donc, ne sont pas des contextes sociaux des affects. Évidemment, si tu vas dans la rue à poil, effectivement, tu vas te faire arrêter. En principe, ça dépend comment on se présente, mais en principe, on se fait arrêter, tout ça. Il y a des idéologies, des pudeurs, des manières de penser, etc. Mais les idéologies sont aussi au sein des affects. Je veux dire, ce n'est pas n'importe quoi qui nous fait peur ou qui nous excite. Vous voyez? Ou qui nous inquiète, ou qui nous plaît, ou qui nous attire. J'essaie d'aller aussi doucement que la difficulté du thème me le permet. Et comment lâcher en une demi-heure 40 ans de boulot. C'est-à-dire que c'est pourquoi il faut entendre, vous le faites à votre manière, mais vous le faites, il faut entendre les affects d'autrui. Parce que les affects ne parlent pas que des sujets qui en est porteur. Ils parlent aussi de comment ça se passe de notre part. Donc, citer les exemples de ce matin. Comment ça se passe dans ce monde, comment ça se passe dans cette société. C'est la différence entre individuel et singulier. Les affects sont singuliers. Ils ne sont pas individuels. Individuel veut dire moi, individu sans faille. Sujet veut dire version particulière de l'universel. Ça, c'est monsieur Hegel. Version particulière de l'universel. Je veux dire, je reçois un mec dans ma permanence, si c'était le cas, je reçois un mec, un seul. Je ferme la porte, on est deux dans le bureau. Et comme dit, je le cite souvent, Renaud, le chanteur Renaud, je suis à moi tout seul une masse de jeunes. Avec lui, je reçois, sa femme ne vient jamais. Traduction ne vient jamais physiquement. C'est la seule chose qu'on puisse dire. Elle vient comme absence, elle vient comme contentement, elle ne vient pas. Elle vient comme regret, ah merde, je n'ai pas venu une fois de plus. Et c'est pour ça que je ne suis pas si opposé au distanciel. Oui. Parce que les gens ne sont pas absents parce qu'ils ne sentent rien. Voilà. Et donc, moi je suis mettons, un travailleur social, c'est-à-dire un diplôme d'État sur deux pattes. Et à ce titre, colporteur de certaines idéologies, certaines pensées, etc. Cette collègue dont parlait Alexandrine Luzo ce matin, celle qui appliquait la loi, disons, enfin, qui appliquait une certaine interprétation de la loi. Ça serait peu dire que la collègue en question est psychorigide. Il y a plein de psychorigides qui vont dans notre sens, qui sont très staliniens et tout. Ce n'était pas le cas. Donc, elle donnait sa version, sa lecture d'un mandat qui venait de ses employeurs, etc. Mais dont les employeurs ne sont pas forcément comptables, ils ne sont pas forcément responsables. Bon, tout ça pour dire que les idéologies ne sont pas seulement à l'extérieur des affects, mais ils sont portés par des affects. On n'aime pas n'importe qui, on ne déteste pas n'importe qui,
et dis-moi pourquoi tu m'aimes, ou pourquoi tu me détestes. Hein? Bon, c'est une question de longue portée quand même. Hein? Et il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre réponde de façon exhaustive. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, évidemment. Pourquoi moi? Oh, la réponse la plus raisonnable, c'est parce que. Ou rompre. C'est l'autre possibilité. Comme ça, on est dispensé des réponses aléatoires. Ça, côté affect. Côté idéologie, la même chose. Les idéologies, qui sont des discours costauds, intégrés, ils ont des choses énormes, idéologie bourgeoise, idéologie religieuse, tout ça. Ça suppose qu'elles soient affectivées. C'est-à-dire que les gens y croient. Et la croyance, c'est un affect, ce n'est pas de l'idéologie, c'est pas un élément idéologique comme ça. Ouais. Il faut que les gens les portent, les gens en soient convaincus. Il faut que quand je donne ma vie pour la patrie, c'est la moindre chose que je puisse faire moi pour manifester mon amour pour la patrie. Voyez, les idéologies sont affectivées ou affectivisées. Je ne sais pas comment il fallait dire, mais vous comprenez à peu près. Sont portées par des sujets en chair et en os qui s'excitent avec. Il faut voir les gens antiracistes, l'expression dans les manifs d'extrême droite, d'extrême gauche aussi, mais dans l'autre sens, l'expression d'un flic quand il tabasse un méchant. Ce n'est pas seulement qu'il a des ordres, c'est, dirait Reich, qui était un dissident freudien qui a bien étudié la question, c'est non seulement qu'il a des ordres, c'est qu'il aime les ordres qu'il a et qu'il aime cogner un peu. Oui, qu'il aime cogner, que ça le fait jouir un peu, beaucoup, passionnément. Il faut parler comme ça, sinon il y a les bons et les méchants, et ça, ce n'est pas la vie réelle. Les idéologies sont incarnées dans des corps. Et ce n'est pas des gens qu'on colporte juste sur la voie publique. Il rentre avec chez lui. Il rentre avec ces idéologies chez lui. Dès là, on comprend bien que je puisse avoir quelques difficultés, heureuses difficultés à distinguer ce qui relève de sa fête et ce qui relève des idéologies. Il n'y a pas. Ce n'est pas une frontière, c'est une. En tout cas, c'est pas. Oui, ce n'est pas une frontière. Ce sont des divisions institutionnelles et disciplinaires. Dans le réel, ce n'est pas comme ça. Dans le réel, on ne se marie pas parce qu'on aime l'autre, pas seulement. Et on aime aussi ces idées. On est complice, non seulement amant. Et quand on divorce, idem. Hein? On ne divorce pas seulement parce qu'on baise pas bien. On divorce parce qu'il y a une distanciation idéologique entre les conjoints. Ça, il faut le prendre très au sérieux. Je t'aime plus, c'est je t'aime plus toi, j'aime plus ce que tu représentes, j'aime plus ce dont tu es porteur, porteuse. Vous voyez, la distanciation n'est pas qu'affective. Ça, c'est une connerie des courriers du cœur, des journaux, des revues. Mais non, les humains sont bien plus complexes, heureusement. Peine du cœur, mais ce n'est pas une peine du cœur. La seule chose, je dis toujours, la seule chose, en sachant de quoi ça retourne, la seule chose que vous pouvez faire avec le cœur, c'est des infarctus. Pour le reste, on n'a pas que des peines du cœur. Vous voyez, comme si on avait si on avait des peines spécialisées du cœur, de l'intelligence, que dalle.
C'est pourquoi bon, je pouvais ne pas être trop d'accord avec ce. Je ne suis toujours pas tout à fait d'accord avec cette description du malheur des salariés, sans ajouter que tant qu'ils ne sont pas malheurs, ils sont en bonheur. Sans parler, je veux dire, de la jouissance, de la domination, etc. Bon, toutes les choses dont j'ai parlé. Bon, tout ça permet de rappeler la complexité des choses, certes, mais aussi entrer dans la page 4, qui est l'utilisation la plus immédiate. Intervenir en institution avec, malgré, grâce aux affects. C'est le titre. Mais en même temps, c'est la proposition, la thèse que je vous propose. On n'intervient pas en institution sans affect, on intervient avec, malgré et grâce. Ce ne sont ni des obstacles seulement, ni des facilitations seulement non plus. Il ne faut jamais de faux. C'est pourquoi je dirais en quelques minutes, il ne faut pas parler, me semble, les affects, mais plutôt des affects, quand, comment, de quelle manière. Un petit détour nécessaire du côté institution, quand même. Il s'agit d'affect, etc., en institution sociale, mais pas ça. Bon. Nous avons, il y a quelques années, fait un journée d'études sur l'institution, suite à quoi tout est devenu définitivement clair. Qu'est-ce qu'une institution ou un établissement? Bon, il y a différentes définitions, ça va être ça. Soit vous pouvez penser comme un cadre ou contexte qui entoure les relations entre les gens, les amours et les haines, la production, tout ça. Soit vous entendez que l'institution est une configuration ad hoc, transindividuelle et transcollective. L'institution n'est pas quelqu'un. Je sais bien, dans la réunion de synthèse, il y a parfois une situation, il y a souvent une situation absolument comique d'un éducateur qui dit au chef de service, est-ce que, pour un enfant qui veut aller faire des footings, est-ce que, du point de vue de l'institution, c'est possible? Et le chef qui a fait cette réponse que seul un chef peut faire, il dit oui ou il dit non. Vous voyez, de même que De Gaulle, était amoureux de la France, au point que, paraît-il, Yvonne était jalouse, sa femme, enfin ex. L'institution ne parle pas. Est-ce que du point de vue de l'institution, c'est possible? C'est la question portée aux fans. Il n'y a pas de réponse. On a oublié les canons pour abattre les hélicos. Non, moi, je suis pour la solution finale, toujours. En général, les gens plus clairs. Non, donc, il faut entendre cette chose. Il vaut mieux entendre que l'institution est une chose, ce n'est pas quelqu'un. Est une configuration qui obéit à sa logique. Quand le grand PDG dit l'institution ne peut pas se permettre de, à minima, il hallucine. À minima, il faut se demander pour qui il se prend celui-là. En réalité, il y a une rigueur rationnelle. Quand il dit l'institution ne peut pas se permettre, ce qu'il veut dire, c'est que les courants dominants de l'institution ne vont pas tolérer ceci ou cela. Mais l'institution, que dalle. L'institution est une dynamique dominante grâce à ces contradictions. Souvent, on dit, l'autre jour à propos des GAFA, hein, des grands commerces internationaux, on disait, bon, ils cherchent sous couvert de bien-être général et coexistence pacifique, ils ne font que exacerber les relations entre les gens, discriminer, etc.
ils disent une chose, ils font une autre. Idem dans vos institutions, forcément. Forcément. Je ne sais pas comment on dit, parfois on ne connaît pas son bonheur, parce qu'une institution sans contradiction, vous serez foutu. Si vous pouvez survivre, hein, attraper entre des loyautés différentes, c'est parce qu'il y a des contradictions. Et comme nous vivons dans des pensées prédialectiques, nous ne savons pas toujours que la contradiction est la vie. Et la contradiction est ce qui permet de respirer. Que nous pouvons faire des choses, petites, moyennes, grandes, nous pouvons faire des choses parce que, heureusement, aucune institution n'est compacte, sauf la chambre à gaz. Et c'est presque pas une métaphore. Donc, il est important de ne pas râler, en tout cas pas de ce point de vue, en tout cas, et ne pas râler sur les contradictions d'une institution. C'est pour ça que je vous dis, parfois, on ne connaît pas son bonheur. Mais ils sont contradictoires. Félicitations, on m'a dit dans telle équipe, mais ils sont contradictoires. Vous voyez, et puis, pata, vachement bon, ça. Le problème, c'est qu'il ne sait pas tirer profit. Donc, il y a cette illusion infantile, et les gosses sont généralement les gars des parents. Toi, tu sais, hein, ça leur passe au moment de l'adolescence. C'est ce qu'on appelle la crise de l'adolescence, c'est un bon partisan. Quand ils découvrent que papa est un mec, maman est une nana, et que les deux, ça laisse à désirer. Mais ça, c'est l'illusion infantile. Donc, il y a des salariés qui imaginent que le patron doit respecter les droits des salariés. Mais merde, non, non. C'est à toi de le faire respecter. Toi, équipé syndicalement, politiquement, etc. Mais le patron est un salaud. Mais évidemment, c'est un patron. Et alors? J'exagère. Parce que tous ne sont pas salauds. Certains sont très salauds. Et d'autres ne sont pas du tout. Idem en face. Oui. Bien. Donc, l'institution est une chose, un processus qui vit grâce à ces contradictions, à ces désajustements. Ça, on dit, ça fait des années que c'est comme ça. Et oui, c'est ça qu'il faut entendre. Ça fait des années et ça va durer. Les contradictions, bon, ça vaut pour bien d'autres choses aussi, les contradictions n'empêchent pas de vivre, c'est tout le contraire. Ça garantit que tu seras encore en vie. Grâce aux contradictions. Pas malgré, grâce. Il n'est pas cohérent. C'est un bol d'air, non? Il n'est pas cohérent. Très souvent, ça veut dire qu'il n'est pas rigide. L'institution est un dispositif de production. Là, il faut l'entendre presque d'un point de vue animiste. L'institution produit. Il n'y a pas que les salariés qui produisent. Il y a une dynamique de l'institution qui rend certaines productions possibles, d'autres envisageables et d'autres impossibles. C'est l'institution qui produit. Moi, salarié, en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, de ce point de vue-là, c'est presque pareil. Moi, salarié, je contribue à la production institutionnelle. Mais c'est pas, ça s'apprend dans la psychothérapie institutionnelle. Ce n'est pas le psy qui soigne, ce n'est pas le psy seulement, hein. C'est l'institution qui peut, elle, contrer la plus bénéfique des interventions. Le psy a été génial, mais la madame, elle est sortie de la chambre, elle était avec lui, et c'est là que les problèmes ont commencé, hein, ou ont continué plutôt. L'institution est, sans dire qu'elle est dotée de volonté, parce que ça serait un peu trop animiste, l'institution est un dispositif de production, actionné par des agents qui s'appellent des salariés. Bon. L'autre point que je voulais souligner pour l'institution,
avant de passer à la suite, c'est l'idée que ce n'est pas simplement qu'il n'a pas de boulot ou qu'on est en chômage de longue durée, c'est simplement sans dire que ce soit toujours une tragédie. Ça dépend pour qui, comment, avec quelles ressources financières et idéologiques. Hein? Bon, être en chômage, c'est pas toujours facile. Travailler non plus. Être employé non plus. Et, sauf si on est très sadique, il ne faut pas dire le travail c'est la santé. Quitte à jeter la suite qu'on connaît, hein, on la conserve, on la ne rien faire, oui, c'est ça. Bien, bon. Une institution est un lieu de production avec une tâche, des produits qui se font, des services qui se fournissent, etc. Mais une institution, c'est un lieu de règlement des comptes. Un lieu de règlement des comptes. Une institution s'occupe de produire des objets ou des prestations et s'occupe aussi de produire des amours, des inimitiés, des affects. C'est un espace où ça circule de toutes les variantes, hein, avec ou sans masque. Ça circule beaucoup, beaucoup. Un espace où on s'aime. C'est nécessaire de vivre ensemble pour ça. On s'aime, on se déteste. Où tout travail social le sait, où il faut se garder non seulement des usagers, c'est déjà pas mal comme boulot, des collègues. Parce que les usagers, vous les recevez en des horaires, mais les collègues sont là tout le temps. Et ce n'est pas l'amour qui les guide toujours, sans parler de petits détails qu'il y a des amours qui tuent. Donc il vaut mieux. C'est pour ça. Pour dire quoi? Pour dire que travailler c'est très bien, en tout cas on obsédé des. Je ne sais pas combien d'heures, j'avais compté pour ne pas m'affoler, mais combien d'heures par semaine, mais c'est un espace de règlement de comptes, en sachant que le règlement de comptes entre Paul et Marie, ou entre deux Marie, entre deux Paul, que le règlement de comptes, ou les amours, ou les convergences, ne sont jamais qu'affectifs. Vous voyez, c'est toujours la même idée. Comme j'ai une seule idée, bon, je la répète. C'est jamais qu'affectif. Ce qui réunit les gens dans un service, hein, ils ne vont pas se marier, ils ne sortent pas ensemble. Ce qui les réunit ou ce qui les sépare ne sont pas, c'est pas seulement des amours et des haines, des antipathies ou des convergences. C'est aussi, consciemment et inconsciemment, des convergences idéologiques, des postures, des postures semblables vis-à-vis du boulot, du chef de service, de l'autorité, du fric, de la santé, etc. Nous sommes, nous les humains, trop complexes pour nous rabaisser au statut des simples entités affectives. Si compliqués soient nos affects, c'est idéologique aussi. C'est-à-dire le sort du monde. Ce n'est pas une manière de parler seulement. Le sort du monde se joue aussi dans ce que vous foutez avec les gens. C'est pour ça mon intérêt à toute épreuve pour le travail social. Parce que vous ne recevez jamais une personne à la fois. Physiquement, oui. Mais sinon, non. Il vient toujours accompagner le mec ou la nana. Et c'est une foule. Hein? C'est pour ça que les lieux où vous recevez, vous dites souvent c'est très petit. Et oui, évidemment, c'est très petit. Bon, tout ça étant suffisamment clair, obscur, cocher la case utile,
On peut passer au point 6, des affects dans l'institution médico-sociale. Question qui n'a pas le même sens aujourd'hui, mercredi après-midi, que lundi matin, avant qu'il ne reçoive pas la même réponse. Existe-t-il d'affects hors normes, hors idéologie? Réponse fastoche, niet. Mais existe des affects dont les sujets qui les portent peuvent imaginer comme hors normes. Ça, oui. Mais si je connais que telle ou telle norme, je peux imaginer qu'il y a des affects qui traversent la chape de plomb des normes qui sont en état de lévitation sociale. Ça n'existe pas. Les plus individuels, les plus singuliers des actes portent soit confirmation des normes dominantes, soit prémonition des normes à venir. Celui qui n'est pas normal n'est pas anormal, mais il est porteur d'autres normes, d'autres valeurs, éventuellement susceptibles de devenir la normalité de demain. En tout cas, pour dire, affect hors norme, ce n'est pas possible. Hors idéologie, sur un divan où le patient dit sa passion pour sa mère, le patient adulte est mal dit sa passion pour sa mère, c'est hors idéologie parce qu'il parle de son intimité. Non. C'est pas hors idéologie. C'est hors idéologie dominante. Non, en essentiel, n'est pas désirer sa mère. Mais c'est parfaitement, au début logique, inconsciente, parfaitement rationnel. C'est pour ça que le psy ne s'énerve pas particulièrement, ni il ne dépose plainte non plus au commissariat pour crime de léso-édipianisme. Bon, il n'y a pas d'affect hors norme. Très intéressant quand on est sur le terrain. C'est de ça que je parle, bien sûr. Très intéressant. Quand il te parle de sa déprime, ou tu le vois déprimé ou heureux, entendez que ce n'est pas seulement de l'individuel. Il dit quelque chose sur le fonctionnement d'un couple, sur le fonctionnement d'un quartier, sur le fonctionnement d'un pays. Vous voyez? Il y a des récits des individus, des récits que des individus font. Il n'y a pas de récits individuels qui commencerait avec lui et se terminerait avec lui. Il y a récit d'un individu. Certes, c'est moi qui parle, avec mon accent, mes conneries pas possibles, etc. C'est moi qui parle, mais ce dont je parle, ce n'est pas que de moi. Je ne peux pas parler que de moi. Personne ne peut parler que de soi. Les plus narcissistes non, je ne parle pas. Et quelque chose comme ça, les plus narcissiques de personnes parlent nécessairement d'autrui, hein, de comment il est aimé par autrui, de comment tout le monde l'admire, etc. Bien. Je veux analyser maintenant quelques cas de figure, disons, drôles. La différence entre figuration fictionnelle et figure effective. On a tous entendu, il y a 3 exemples, mais j'en avais bien plus, mais j'ai écourté par pudeur. Et on a tous entendu parler, ou on utilise soi-même, des équipes qui fonctionnent à l'affectif. Parfois, on me présente, bon, on va initier un contrat en informatique, vous savez, c'est une équipe qui fonctionne à l'affectif. Bon, comme c'est un contrat et que je n'ai pas full, donc je ne fais pas les comptes, mais j'ai très, très envie de demander, non, moi, c'est plutôt les diesel. Mais pas au début, hein, ça ne se dit pas au début parce que ça coupe le contrat. Ça peut couper le contrat. Qu'est-ce qu'une équipe qui fonctionne à l'affectif? Éventuellement, vous en faites partie, hein, d'une équipe qui dit fonctionner à l'affectif. C'est une équipe qui ne veut pas, par exemple, chez nous, c'est les choses ne s'analysent pas d'un seul tenant, tata. Hein, et il faut tenter toujours une explication dialectique, positive, négative.
entre relation. C'est plus lourd, mais c'est plus réaliste. Hein. Une équipe qui fonctionne à l'affectif, c'est une équipe qui évite qui déteste la rationalisation, les beaux discours, les trucs universitaires, disons, on utilise beaucoup de mots pour dire que c'est mercredi qu'il fait chaud. Hein. Donc, on fait des grands envolées. Bon. C'est une équipe qui fonctionne à l'affectif, qui pense être dans la pratique. Voir les gens comme ils sont. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Les gens comme ils sont, personne ne les voit. Hein. Sauf Dieu. C'est pour ça qu'il n'existe pas. Une des preuves de l'inexistence de Dieu. Une équipe qui est dans la pratique, on ne peut pas, on ne doit pas. Mais on ne peut pas être dans la pratique sans concept, sans préjugés, sans jugement, dirait la mythomie, sans se faire des idées, disons, sans colporter des idées. Autrement dit, que veut dire équipe qui fonctionne à l'affectif? Très généralement, une formule pour dire, pas toujours, hein, très généralement, une équipe qui fonctionne à l'affectif, c'est une équipe qui ne se pose que les questions auxquelles il peut répondre. Non. Non, quand même. Des phrases comme ça viennent comme ça dans l'inspiration. Bien sûr, je peux. Ce sont des équipes qui acceptent de se poser des questions, mais comme avec Léo de 5 à 7, dans des horaires déterminés, et qui n'acceptent des questions et des réflexions que s'ils sont déjà des réponses. Et ça vaut pour chacun de nous, moi compris. Hein. À moins d'aimer ça, et ça, il faut beaucoup d'amour. Hein. À moins d'aimer ça, merci, mais ça ne va pas racheter la coupure que tu m'as fait ce matin. Je suis rancunier, comme tu sais. Et, à moins d'aimer ça, la réflexion, ça déstabilise un peu quelques attitudes. Hein. Il faut aimer ça, accepter ça, être au courant qu'après, on se porte mieux. Mais il faut accepter ce travail de déstabilisation. Et une autre idée, une autre phrase, séparer le professionnel et le subjectif ou l'affectif. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je veux dire, dans une situation aide sociale à l'enfance, une éducatrice qui dit « je ne supporte pas les enfants abusés ». C'est très respectable, bien sûr, hein, et très confiant qu'elle le dise dans cette équipe. Sauf que c'est la population dont elle a à s'occuper. Et donc, la question du chef qui ne participait pas à la réunion, c'est qu'est-ce que je fais avec elle? J'ai dit, moi, que ce n'est pas sa place à elle d'être là. Oui, c'est-à-dire que séparer le professionnel et l'affectif me semble la moindre des exigences. Si tu ne supportes pas les enfants abusés, et ça c'est parfaitement compréhensible, hein, bien sûr, s'ils ne supportent pas, il y a des lieux pour ça. Les psys ou d'autres, ou les curés, ça dépend de comment tu veux sublimer. Donc, c'est une séparation dont il faut tenir compte. Et écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas travailler, je me sens très déprimé. Démissionne. Ou va te faire injecter la deuxième dose. Ou je ne sais pas quoi. Oui, là, une partie de ce qu'on appelle souvent en abus de langage la souffrance au travail. Hein? Une partie, j'insiste, avant que les tomates n'arrivent. Une partie, c'est les sons des salariés à qui on interdit de mélanger leurs états d'âme, les histoires conjugales et autres, leurs dettes au Crédit Lyonnais,
avec les situations professionnelles. Et au boulot, tu laisses ta subjectivité au vestiaire. On empêche l'individu, disait quelqu'un ce jour-ci, empêche le sujet de faire état des émotions. Ce n'est pas les lieux. Ce n'est pas les lieux. On ne te confie pas des enfants pour que tu pleures avec eux. On ne te confie pas des enfants pour que tu sois heureux avec eux. On te confie des enfants pour que tu essaies de faire quelque chose avec. Et là, je suis vraiment patronal à 100%. La séparation professionnelle subjective. C'est le refus d'aller voir qui de toi pour qu'il t'aide, puisque les enfants n'ont pas le monopole de difficultés et que ceux qui s'en occupent en ont parfois. Bon, il y a des lieux pour ça. Il y a des lieux pour ça. Donc, il s'agit effectivement de séparer le professionnel et le subjectif. Point de suspension. On va venir, sauf que ce n'est pas toujours possible. Jamais à 100%. Ce n'est pas toujours possible et jamais à 100%. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, on est, je parle de moi, bien sûr, en tout cas de moi aussi, on est débordé. Jolie formule en français. Sans bord. On est débordé. Il y a des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des émois qu'on peut pas, des émotions qu'on ne peut pas maîtriser. Ce n'est pas l'inconvénient. Hein. Ce n'est pas le mérite. Mais ce n'est pas l'inconvénient. Au moins, ça permet de dire que les usagers n'ont pas les... C'est un des motifs. Les usagers n'ont pas le monopole des difficultés. Dans son point. Vous voyez, il y a une distance à conserver, une distance qui n'est pas compacte, qui n'est pas d'un seul tenant, qui est poreuse. On ne peut pas ne pas passer de l'un à l'autre. Mais même que je rentre à la maison et je rentre avec toute la rage que je n'ai pas pu exprimer pendant la journée de boulot, de même quand je viens ici, je viens avec tout l'amour, toute la détestation de la nuit passée. C'est une distance, une séparation professionnelle, affective ou subjective, oui, subjectif ou affectif. C'est une séparation, disons, probable, plausible. Pas, on ne peut pas la tracer en fer rouge, vert non plus d'ailleurs. On ne peut pas la tracer définitivement. Je ne vois pas comment ne pas transiter de l'un à l'autre. Ça, j'ai travaillé beaucoup avec des directeurs. J'adore les directeurs parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Et certains sont au courant. Donc, ça facilite beaucoup le boulot. Mais oui, la confidentialité étant garantie de ma part, bien sûr. Donc, on parlait des choses très, très délicates dans la conduite de cet établissement. Plus d'une fois, ironiquement, je disais, si vos salariés savaient. Non, ils ne vont pas le savoir. Non, je vous garantis qu'ils ne vont pas le savoir, en tout cas, pas par moi. Mais comment ils ne supportent pas les nanas habillées de telle manière? Et c'est au détour, parce que ce n'est pas sérieux, parce qu'on reçoit des ados, etc. Au détour, on sortait déjà pour le café, la pause rituelle, et il me fait un commentaire sur sa fille, à midi-jupe. Comment instaurer une séparation professionnelle, personnelle, étanche, qui rien ne transite, oui? Impossible, mais indispensable, les deux. Impossible, mais indispensable. Troisième cas de figure, troisième figuration fictionnelle, on n'est pas là pour être aimé. Faux. Évidemment, c'est faux. Bon, il faut pouvoir supporter de ne pas être aimé. C'est pas tout, hein, parce qu'encore faut-il voir qui t'aime
Et pourquoi? Il y a des amours qui tuent, effectivement. Mais on n'est pas là pour être aimé. Je ne le dirai pas trop fort quand même. Hein? Ajoutez l'adverbe toujours. On n'est pas toujours pour être aimé. On n'est pas là toujours pour être aimé. Mais un peu oui, non? Un peu oui. Certes, on le fait parce qu'il faut travailler, il faut un salaire, j'aime bien ce que je fais, mais on est aussi parce qu'on aime être aimé. On est là pour être aimé, ou pour être détesté. Hein. J'ai pris la formule habituelle, mais bon. On est là aussi pour être aimé, un peu. Un peu. Sinon, on pourrait prendre à la lettre la phrase idiote prononcée par moi tout à l'heure, on laisse cet affect au vestiaire, que dalle. D'abord, dans les institutions sociales, il y a très peu de vestiaires. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Hein? On ne peut pas laisser les affects. Il faut les porter avec soi. Tu peux laisser ton manteau, tu fais chaud, mais les affects, non. Donc, on est là aussi pour se faire aimer un peu. Avec un peu de chance, on est aimé par ceux qui ont voudrait qui nous aiment. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ça, vous le savez mieux que moi, l'expérience professionnelle. C'est pourquoi il ne faut pas parler les affects, vous voyez. Les points 62, après je fais marche arrière. Et les affects, d'après quelqu'un qui avait travaillé avec nous un peu, les affects perturbent les relations entre les collègues. C'est pas vrai. Pas automatiquement. Il y a les affects qui favorisent pouvoir travailler ensemble. Pas forcément l'amour. Hein. Il y a des bonnes détestations. Parce que l'amour peut aussi servir l'amour guimauve. Je te pardonne tout, tu es conne comme c'est pas possible, mais comme je t'aime, je te pardonne tout. Et la question, ce n'est pas les affects. La question, c'est des affects particuliers, selon les situations, selon les moments. C'est pourquoi il faut éviter, à mon humble avis, de faire des grands discours sur les affects, par exemple ce que je fais moi. Il faut éviter de faire des grands discours sur les affects et travailler sur des situations cliniques, l'analyse pratique. Travailler sur des situations cliniques, comment des affects toujours particuliers, d'une certaine teneur, d'une certaine couleur, favorisent parfois, perturbent parfois le fonctionnement institutionnel, la relation entre collègues, etc. Et les idéologies dans tout ça, ce sont les idéologies du convenable, de ce qui est politiquement correct, de la subversion permise, de l'autorisation, rappelez Sabrina de son directeur, de son président, l'autorisation de ne pas suivre le protocole, c'est-à-dire, il faut voir au cas par cas comment ça se présente. Il faut sortir de ces affects, c'est les motifs, c'est pour ça les guillemets, hein. Sortir des affects, oui, suicide-toi, qui est le dernier acte affectif d'ailleurs qu'on peut faire. Mais sortir des affects, mais comment? Il est très froid, il n'est pas très affectif. Phrase auto-contradictoire. La froideur est un affect imparable. Donc, j'ai pensé à l'exemple de la bonne distance, hein, comme on inculque ça dans les écoles. Enfin, on essaie la bonne distance dans ce professionnel, tout un programme. Hein. Je me suis toujours demandé combien. Oui, la bonne. À combien se monte-t-elle?
soit la distance sanitaire, 1,20 m, soit la distance sociale, 2 mètres, je suppose. Ça dépend du quartier. Non, la bonne distance, évidemment, au sens de, comme on dit bêtement aussi, un des exemples auxquels vous avez failli échapper, mais vous n'échapperez pas. Et on ne doit pas s'enticher des enfants qu'on reçoit. L'assistante maternelle, j'ai travaillé beaucoup avec ces femmes que j'adore, sont 6 savantes. 6 savantes, 6 sages en tout cas. Et on ne doit pas se mettre à aimer son enfant, l'enfant qu'on reçoit, pardon, comme si c'était le sien. Mais bon, hormis la connerie qu'une consigne administrative ne peut pas régir les affects des gens, hein, c'est comme on nous disait qui il faut désirer. Et à quelle heure, tant qu'à faire. Et la bonne distance, donc, ce n'est pas l'absence d'affectivité, qui n'est pas possible chez les humains. La bonne distance, c'est la présence de ce qu'il convient d'appeler les affects solvables. Oui, solvables comme au sens économique du terme. Hein? Affect, c'est-à-dire la bonne distance suppose être un peu proche de l'usager, sinon tu ne comprends rien, mais pas trop proche, parce que tu ne comprends rien non plus. Pourquoi, bon, la formule bonne distance, je préfère toujours distance raisonnée. Un peu raisonnée. Mais ça, vous le savez largement mieux que moi, avec tel usager, la bonne distance, c'est 10 mètres. Avec d'autres, 10 cm. Et pas plus intime l'une que l'autre. Pas plus collectiviste, disons, l'une que l'autre. Donc la bonne distance est à réinventer au cas par cas. C'est ça la bonne distance. Il faut la réinventer au cas par cas. Moralité de tout ça, faut-il endurer l'expression de tout affect? Il faut accepter tout affect. Ah, c'était Jean-Christophe Weber qui disait, bon, non, c'était lui pour la... Non, c'était pas lui. La pantoufle. C'est lui, la pantoufle, un enfant de 5 ans, quel colle, l'éducateur, c'est pas possible. Et c'était même pas des chaussures. Ça oui, pantoufle, bon, c'est mon cher. Et aller chercher dans le dortoir où est-ce qu'il a mis l'autre chaussure, bon, c'est compliqué. On comprendrait mieux l'éducateur. Quelle rationalité. Il faut tout endurer. Bon, je ne sais pas, on peut considérer qu'elle a bien agi l'éducateur ou mal agi, bon, c'est pas la question ici. Mais faut-il endurer tout affect? Si on se posait cette question, oui, d'un point de vue chrétien. Eh bien oui. Si tu mets l'autre joue. Tu mets l'autre joue, parce que chacun jouit comme il peut. Et bon, il y a des gens qui jouissent peu avec une seule joue. Et donc, bon, la foi religieuse demande un certain partage jouissif. On s'inventait. Ça peut être pire. Bon, et faut-il endurer? Non, personne n'a fait ça. Personne. L'exemple d'éducateur était trop fastoche. Et personne n'endure tout affect. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et, y compris les chrétiens non plus, hein, quand ils descendaient au cirque romain, se faire bouffer par les lions. Et non, personne n'accepte tout, n'endure, ne supporte tout affect. C'est pas vrai. On peut donner aucun exemple. J'ai étudié un peu la question, évidemment, je n'ai pas épuisé la question, mais la question m'a passablement épuisée, elle. Et on ne peut pas endurer tout, on ne peut pas de fait endurer. Il y a des affects qui nous touchent et qui on refoule, des affects qui ne touchent pas, mais qui on ne refoule pas. Et il faut tout accepter, c'est pas une question.
C'est pas une question. Ce n'est pas la question. Et quoi tu essaies de ne pas parler? Quand on, vous voyez, souvent, vous me direz peut-être que c'est un peu codé, souvent quand on dit, ah ben, d'après vous, il faut tout encaisser. Bon, donc ce sont mes formulettes, chacun jouit comme il peut. Et quand on dit ça, quand on demande à côté de la plaque, d'après vous, il faut tout encaisser, c'est parce qu'on veut justifier la répression qu'on est en train d'exercer. C'est l'éducateur qui, quand l'enfant de 5 ans lui lance la pantoufle, il ne supporte pas, lui, pour des raisons qui sont les siennes, il ne supporte pas, et donc là, il noie le poisson dans endurer tout affect. Et personne ne reçoit tout affect. On n'est pas destinataire de tout affect. On est chacun de nous, chaque fois, destinataire d'un certain type d'affect, chargé d'une certaine idéologie. Vous voyez? La question, on doit encaisser tout affect, est une question hautement métaphysique, au mauvais sens du terme. C'est-à-dire, ça désigne aucune situation réelle. C'est le moment de conclure. Hypothèse, piste, autre que celle qui précède. Quant au statut des affects, le périmètre des affects, la question, je ne dis pas les liens, hein, la question affecte idéologie. Le statut des affects, bon, c'est la question dont j'ai essayé de vous faire part depuis lundi matin, c'est-à-dire les affects constituent soit un monde à part, dans ce cas-là, c'est l'objet de la psychologie, soit c'est un objet à part, soit l'objet de la psychologie, c'est-à-dire la méconnaissance de l'inconscient, c'est-à-dire la méconnaissance de l'idéologie. C'est ça la psychologie. La méconnaissance que les affects ne sont pas idéologiquement neutres. Que j'aime pas n'importe qui, ou encore, je déteste pas n'importe qui, etc. Il y a, comme on dit en vieux français, il n'y a d'amour que coupable. De quelque chose, on va savoir de quoi. Mais... Donc, soit on pose les affects comme un monde à part, et c'est là qu'on dit, y compris chez Freud, le monde affectif. Et on pourrait penser, si on prend la métaphore à la lettre, on pourrait penser que c'est un vrai monde peuplé d'êtres bizarres, avec des relations particulières. C'est pas, bon, c'est une possibilité de penser les affects comme amour, haine et compagnie, comme faisant angoisse, faisant partie d'un monde. Ou bien entendre par affect une déclinaison spécifique, c'est un peu détaillé depuis lundi, une déclinaison spécifique d'un monde unique, c'est-à-dire le même monde que la raison, que les raisons. Les raisons disent les mêmes choses que les affects. Quand quelqu'un te dit non, il a proposé telle ou telle mesure, et il est d'accord, mais il ne le fait pas. Évidemment, son rejet n'est pas irrationnel, sauf si tu as une conception très étriquée de la raison. Son rejet n'est pas irrationnel. C'est comme ça qu'il dit son désaccord, faute de pouvoir le dire d'autre manière. Mais ce n'est pas sa faute, c'est la tienne de ne pas comprendre, de ne pas savoir déchiffrer, de ne pas apprendre les codes de chiffrage. Parce que ça s'apprend. Hein? Ça va être la fin un peu plus dans quelques minutes. Bon. Vous voyez, soit c'est un monde à part, le monde des affects, soit c'est une déclinaison particulière d'un monde qui est un seul. Vous ne pouvez pas parler des affects de votre.
celle de vos proches, celle des usagers, moi non plus d'ailleurs. On ne peut pas parler des affects sans, en dehors des récits idéologiquement chargés. En dehors des récits idéologiquement chargés. Vous ne pouvez pas parler de résistance, de convergence, de complicité, d'amour, de haine, d'angoisse, sans que les idéologies soient à l'œuvre. On n'a pas le choix. Ça ne dépend pas des connaissances de chacun. Je veux dire, si, pour donner cet exemple, si la psychanalyse dans tel ou tel pays est considérée comme subversive, ce n'est pas parce qu'il parle de quéquettes, chats et compagnie, hein, ça c'est vieux comme l'humanité. La Bible est un bouquin pornographique, hein, comparativement. Bon, sauf les illustrations, qui ne sont pas très réalistes, donc effectivement, ça passe. Non, c'est que la psychanalyse se trouve idéologiquement chargée, elle porte certains messages sur, par exemple, et j'arrête là pour essayer de finir, merde, c'est pas possible, la théorie de la sexualité infantile. Pourquoi a-pu-t-elle et est-elle toujours un peu rencontré beaucoup de réticence, résistance, critique, pour des raisons techniques qui concernent la psychanalyse, autant que pour des raisons morales et idéologiques, sur la divine innocence. Les enfants ne pensent, mes enfants, disait la maman, ne pensent pas à ça. Non, ça c'est sûr. À quoi, madame? Ne pense pas à ça. La même qu'ajoute, je ne sais pas qui elle est toujours dans mes jupes. Et oui, c'est les plus proches quand même. Vous voyez, bon, ça c'est très difficile de parler avec le psy. C'est possible, hein? Il y en a. Bon, c'est très difficile de parler avec le médecin. Et on a eu un exemple extraordinaire. Hein? Époustouflant pour moi de trouver un médecin qui pense. Non, non, je ne blague pas. Oui. Il pense bien en plus. Bien. La question affecte idéologie. Il y a différentes manières de poser la question. Je raconte souvent comme les vieux qui radotent, vous voyez, les vieux radotent. Moi, je radote, donc je suis vieux. Radote l'anecdote. Je faisais un séminaire de construire le social. En dehors des horaires de cours, de mon service, il y avait une plaquette que je donne à une copine psychanalyste, très bien la fille, hein, quand même. Et je donne, tu peux diffuser ça, la plaquette? Il me dit gentiment, oui, donne-le-moi, je connais les travailleurs sociaux. C'est-à-dire, pas de psy. C'est pas pour eux, parce que c'est pas social, non, c'est pas eux. Non, elle est venue après, hein, pour dire que oui, on peut dire que la question affecte idéologie, ça désigne deux mondes séparés. Donc c'est là que tu laisses ton affectivité au vestiaire, mais là, une revendication syndicale serait de construire le vestiaire. Et fermer la clé, s'il vous plaît. En fait, affect et idéologie sont isolables. On peut en parler séparément. Sont isolables dans leur représentation et dans leur traitement habituel. Oui. Les seuls endroits où on puisse dire ici les affects, ça me touche intimement, en oubliant que intimement il y a ma position de classe, comme diraient les camarades Marx, en oubliant que, dit M. Lacan, l'intime c'est l'extime, ce qui me dépasse, c'est dont je ne suis pas maître.
C'est là que la mère qui frappe à son enfant à répétition dit aux travailleurs sociaux, oui, je comprends, je suis d'accord avec vous, mais c'est plus fort que moi. Version terrible du fait que des affects, on n'est pas maître. On peut les domestiquer, c'est déjà pas mal. Hein? Mais n'oublie pas de garder les fouets à portée de main quand même, à tout hasard. Donc, idéologie et conscience sont parfaitement traitables, chacun de son côté, respectivement la psychologie, voire la psychanalyse, et puis la sociologie. La sociologie, c'est pour l'idéologie, et les vaches seront bien gardées. Que dalle. Que dalle, pas du tout, c'est pas ça, parce que, de fait, elles fonctionnent ensemble. On peut les isoler pour le besoin de l'analyse. Peut-être je veux parler affectivement. Mais comment tu peux faire pour parler affectivement sans que, à ton insu, d'accord, se glissent des jugements de valeur, des opinions des classes, des préjugés, des manières de penser, féministes, machistes ou autres. Comment entretenir avec quelqu'un une relation intime qui serait uniquement affective? Celui qui peut le faire, qui envoie une photo pour voir comment l'affectivité s'améliore. Mais non. C'est la fois plus complexe et plus simple. Ce qui rend les choses compliquées, hein, pas complexes. Ce qui les rend compliqués, c'est d'imaginer qu'il existe chacun de son côté, et après on se pose la grande question à la noix, comment lier, comment articuler idéologie inconsciente, individuelle et collective, gna. Que dalle. Que dalle sont des faux problèmes. Sont des faux problèmes. Tu es chez toi, seul. Tu vois personne pendant 1 année et demie. Mais tu es physiquement seul. Cela dit, tu es terriblement accompagné par tout un tas de préjugés, d'amour, de haine, de convergence, de connivence, etc. Bon. Enfin bon, tout ça est très mauvais. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Il y a un seul. C'est déjà pas mal. Hein? Tiens, plus il y en avait deux. C'est pourquoi, pour conclure, pré-conclure, après j'ai la conclusion, et après un aspect J, parce que peut-être vraiment affect et idéologie ne sont pas des anomalies à éradiquer. Il y a toujours un président de la République, un ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il faut éradiquer les idéologies de chez nous, sauf la nôtre. Sauf la... On ne peut pas. Le dérisoire de ces exclamations, le dérisoire, c'est imaginer qu'il puisse avoir un lieu A idéologique et A affectif. Le cimetière. Et pas pour celui qui creuse, hein, juste pour le cadavre. Donc la question, ce n'est pas d'en finir avec les idéologies, comme ce n'est pas non plus d'en finir avec les affects. La question, c'est, selon l'option de chacun, bien sûr, en finir avec certaines idéologies, contribuer à l'essor d'autres idéologies. Idem pour les affects. Et on se pose un faux problème si on veut éviter toute contamination. Bon, on peut se protéger un peu comme nous le faisons avec nos masques dérisoires et autres contagions indirectes. Mais on ne peut pas rêver d'un lieu sans idéologie, je veux dire sans orientation. Il y a des gens qui disent, on l'a entendu un peu l'autre fois, des gens qui disent le monde n'a plus de sens. Ça me fait toujours rigoler. Beaucoup. C'est une déclaration très optimiste, hein, quand on dit le monde n'a plus de sens. Au moins, ça permettrait de les reconstituer
reconstitué, mais sur de bonnes bases. Non, le monde a un sens, hélas. La vie n'a plus de sens, c'est plus comme avant. Il n'y a pas pire que des anciens combattants. Des combats qui ne sont pas menés. Non, la question avec les affects, avec les idéologies, c'est comment travailler avec. Et surtout quand on fait travail social, comment travailler avec ça? C'est sur ça que vous travaillez, tel que porté par des personnes. C'est ça le travail, c'est ce que j'ai compris en tout cas. C'est ça le travail social, c'est ça l'intervention sociale. Mieux. C'est pourquoi le leitmotiv de cette de l'association qui organise ces journées et d'autres activités. Le leitmotiv, c'est donc l'idéologie, l'inconscient formeux. Oui. L'idéologie, l'inconscient formeux. C'est le point 74. On a fait du chemin quand même. 74. L'idéologie, l'inconscient formeux est inséparable. Et pas des vrais fermes, pourraient faire le fond, de fait. On ne peut pas traiter de l'une sans traiter de l'autre. On ne peut pas être militant même de telle ou telle cause sans y mettre sa libido. Et sans mettre ses affects. Comme j'ai toujours été surpris de certaines féministes tenant un discours avec lequel on peut coïncider ou pas, bien sûr, mais un discours très chargé, affectivement chargé. Ils ont raison, parce qu'on ne peut pas. Qu'est-ce que signifie adhérer à une cause politique, syndicale, financière ou autre? J'ai lu attentivement les déclarations de Jérôme Crével, celui qui se fait... Crével, on dit? Kerviel, c'est ça. Et son expression physique. Et sa figure, je veux dire. Et la foi d'un militant, dans l'argent, dans le trader, ça peut être son truc. Je ne juge pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de causes sociales, politiques, syndicales, financières ou autres, sans que les sujets prêtent foi. Prêtent foi. Tout un programme. Prête sa foi. Et éventuellement, prête sa vie. C'est pourquoi, donc, bon, ce n'est pas la peine d'insister, quoique l'idéologie et l'intention font de fait. Et dans la lecture, par où je commence, où tu veux, c'est pareil. On ne peut pas traiter de l'un sans traiter de l'autre. La manière d'en traiter, bon, j'ai inventé un truc qui s'appelle clinique transdisciplinaire de l'intervention sociale, qui est, bon, qui s'applique aussi à d'autres que l'intervention sociale, mais disons qui est une tentative pour faire un inventaire de ce qui se joue dans les interventions de travailleurs sociaux, mais aussi des psys, ça c'est plus difficile parce que c'est des cas lourds, généralement, et dans telle ou telle équipe, etc. C'est-à-dire, c'est plus que pluridisciplinaire, vous voyez? Enfin, plus, c'est autre chose. Ce n'est pas tenir compte de plusieurs dimensions, c'est ça que veut dire pluridisciplinaire, tenir compte de plusieurs dimensions. C'est tenir compte du fait que dans chaque dimension, les autres sont à l'œuvre. Dans chaque dimension, les autres sont à l'œuvre. J'ai un problème affectif, ça veut dire j'ai un problème explicitement affectif, implicitement idéologique, et réciproquement. Je travaillais avec des gens ex-communistes qui ont laissé tomber pour des raisons diverses leur militance, etc. Et évidemment, pour dire ce lieu commun, avoir ce lieu peut-être commun, après 3 jours passés ensemble, leur crise politique n'était évidemment pas affectivement neutre.
J'ai tout donné au parti, me disait un tel. Tu comprends, j'ai tout donné au parti. Et maintenant, ils ont choisi les grandes capitales. Qu'est-ce que je fais de mes idéaux? Comment je me démerde avec ce prolétariat qui, la seule chose qu'il veut, c'est avoir une Mercedes au lieu d'un Skoda. Et c'est pas, ça, c'est pas une crise idéologique seulement. C'est aussi une crise existentielle, vitale, pouvant conduire éventuellement au suicide. Mais personne ne se suicide pour la cause, hein, sans se suicider en même temps à cause de ce que ça me cause. Et vice-versa. Oui, donc la question, et j'arrête là, pleine de pitié à mon égard. Je suis fatigué. Pardon? Boire un coup. Ouais. C'est un autre? Oui. Non, c'est pour ça, il faut travailler avec ceux-là. Il faut travailler. C'est de fait ce que vous faites. C'est ça ma passion pour le travail social. C'est ce que vous faites. Hein? Mais vous n'êtes généralement pas au courant. Oui, oui, vraiment. Bon, on ne peut pas tout savoir, ça. Mais un certain nombre de collègues, pas vous, je connais presque personne professionnellement, un certain nombre de vos collègues, vous-même, pensent avoir affaire à des gens qui ont des problèmes affectifs ou d'autres des problèmes d'emploi. Non, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. On a affaire à un travail social, on a affaire à des gens qui portent l'idéologie inconsciente à vif. À vif. Et c'est ça la force extraordinaire. Mon admiration aussi pour le travail social, pas forcément pour tous les travailleurs sociaux, pour dire, mais oui, évidemment, pour tous les sociologues non plus. Il y a des connards pas possible. Et la possibilité d'agir sur cette chose que peu ont la chance, à laquelle peu ont la chance d'accéder. Les sociologues croient Dieu confère avoir affaire aux idéologies, aux institutions, etc. Les psys, je ne vous dis pas. De l'autre côté, et les travailleurs sociaux ont cette chance inouïe qu'ils réalisent de fait, mais qu'ils ne pigent généralement pas rationnellement, de pouvoir travailler sur le nœud. Et le nœud, messieurs, dames, est important. Amen. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de questions. Une manière d'inviter au débat, une manière comme une autre. Non, ce sont des choses à laisser mijoter, vous voyez. C'est presque toujours comme ça, hein, un parti social, avec plus ou moins de chaleur et de fatigue aussi. Mais disons, les effets sont lents. C'est à partir de demain. Alors, ce soir, si vous avez la chance d'un long voyage de retour, comme Mulhouse par exemple, mais non, il faut laisser mijoter. Ça permet de... La fatigue, ça passe, vous dormez, je dors, ça peut passer jusqu'au moment où ça ne passe plus, bon, voilà, il n'y a plus de problème. Et... Non, ça permet d'intervenir de façon plus lucide et je me permets de dire plus drôle, ce qui n'est pas de trop, hein, avec le boulot que vous faites, les gens que vous savez à vous taper, les collègues, je ne vous dis pas. Bon, y a-t-il des questions? Enfin, des questions, des remarques?
Il y a aussi Internet, vous savez. Hein? On peut réagir après coup, je veux dire, j'ai un respect religieux pour l'écrit. Je réponds toujours. Quel que soit le contenu. Hein. Donc, des questions, des points de vue, je parlais hier des survivants, hein, c'est un peu le cas. Oui. Monsieur Tommy. Alors, on ne peut pas endurer tous les affects, oui. Mais on recommande souvent d'être bienveillant. Ouais. Est-ce que ça ne sert pas à ça de vous demander, est-ce que être bienveillant, est-ce que ça ne sert pas à vous demander Des bienveillants, c'est lui qui... Est-ce que ce n'est pas une injonction de bien vouloir ne pas ressentir de la haine ou de bien vouloir la refouler? Les bienveillants, c'est lui qui jouit avec n'importe quoi. En soi, il n'est pas regardant. Pas par rapport à quelque chose, être bienveillant tout court. C'est ça qui est suspect dans la bienveillance. Comme il n'y a pas de vertu en l'air, de défaut non plus. En l'air, vous voyez, la bienveillance, comme d'autres affects, sont historiquement connotés, inscrits dans des conjonctures et dans des problématiques théoriques et idéologiques. En principe, la bienveillance, bon, je ne propose pas la malveillance à l'égard des gens, au contraire. Hein, plutôt, non, je préfère la mise à disposition. Hein. La bienveillance me semble risquée, prétentieux. Je te souhaite du bien, ce qui est toujours en principe faux, parce que qu'il nous fasse plus chier, c'est aussi quelque chose qu'on nous souhaite. Ou comment les filer aux collègues, les célèbres patates chaudes. Je ne sais pas, et la bienveillance, oui, sont des vertus. Les vertus sont toujours Nietzsche. Les vertus sont toujours suspectes. Toujours suspectes. Tu vois, parce que c'est... Ça sent, la vertu, ça sent. C'est mieux, hein, la bienveillance, que je ne vais pas donner des baffes au type parce qu'il me raconte pour la 4e fois la même histoire. Bon, il faut attendre le 5e au moins. Mais la bienveillance, je ne sais pas, ça sent la soutane. Il paraît que ça ne sent pas bon. Hein? Oh, les trucs des bonnes sœurs. Bon, je ne sais pas. Mais peut-être que je n'ai pas compris, Tommy, ce que tu voulais dire. Non, ma question, c'était, c'est une injonction de posture, et comme c'est pas du tout clinique, en fait, il faut être bienveillant, mais il n'y a pas... Mais non, c'est comme s'il manquait pas... une phrase à la fin. Non, ça écoute, indépendamment de ce qu'on a sous les yeux. Non, parce qu'il faut être bienveillant, ça s'est dit dans certaines situations. Dans certaines situations. Oui, je l'ai dit avec un exemple légèrement différent. Et il faut être neutre. Bon. Pris à la lettre, nous savons aujourd'hui que non, c'est pas ça. Bien. Une fille de bonne famille, Jeanne de Basset, en 1918, de bonne famille, hein, très bonne famille, élevée chez les bonnes sœurs, avec lesquelles il fait de la charité. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête à la Jeanne. Il a dit qu'il ne fallait pas. À un moment, il commence à dire qu'il ne faut pas faire la charité en échange de que les hommes n'aillent pas à la taverne et qui s'occupent de leurs femmes et pas d'autres qui ne les voient pas, qu'il fallait s'adresser à tout le monde sans restriction. Et il conclut, il faut être neutre. Vous voyez? Il se fait interner par son père, salaud. Évidemment, elle était folle. Largement folle. Vous voyez, être neutre. Et ça ferait aussi. Dans l'un, essayer de la violer, voilà, totalement. Et être neutre ou autre chose, ce n'est qu'un exemple ici, bienveillant. Il faut prendre le terme dans leur histoire. Sinon, vous les transformez en puissance. Neutre, c'est tout à fait subversif pour l'époque 1918.
quand la Jeanne dit ce qu'elle dit, j'aime bien l'appeler la Jeanne. La Jeanne, bon, c'est attendissant, c'est ma petite sœur de cette manière. Et, elle propose une attitude anti-religieuse, antidogmatique, etc. Et être neutre, c'était être progressiste. Aujourd'hui, être neutre, c'est exactement le contraire. C'est ça, ça dépend de la conjoncture. C'est être un support du pouvoir. Eh oui, Vous voyez? c'est ça. Bon, la brésilienne, qu'est-ce que dit la brésilienne? Cours, dis ce que tu veux. C'est pour réagir, parce que je pense que la bienveillance, pour rentrer dans cette logique-là d'un boursier, ça commence pour être bienveillante avec moi, parce que si je suis bienveillante avec moi, Ouais. Non, c'est mettre mes limites. Ne pas me laisser envahir parce que je dois. Non, du calme. Du calme. Je dois aimer. C'est comme ça, c'est venu comme ça. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je ne te parle pas à toi. Ouais. Il y a des gens bizarres ici. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Dit Freud, qui dit un des commandements. Hein? Et, bon, je l'ai utilisé dans son article. Mais c'est bizarre, hein? Explique Freud. C'est pas facile. D'une part, ça suppose que je m'aime, ce qui est loin d'être évident pour chacun de nous. Et d'autre part, que vont dire les gens que j'aime, mes proches, si je me mets à aimer n'importe qui? Tu aimeras ton prochain, n'importe qui, comme toi-même. Donc, et ton amour pour moi, je vais dire connaître ses limites, bon, c'est joli, c'est joli. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas savoir. Tu peux connaître un peu tes limites, un peu. La discrétion est vraiment mise, tu connaître un peu. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Mais un peu étranger à soi-même. Dans telle ou telle situation. Le premier inconnu, c'est celui dont chacun est porteur. Ce n'est pas les musulmans qui mettent des bombes, lui au moins on le voit venir. Et donc, se connaître soi-même, Socrate, hein, c'est bon. Oui, mais bon, il a mal fini, hein, c'est pas pour rien. On peut connaître un peu, oui. On peut se connaître un peu. Moi, je vous disais l'autre jour, je me connais un peu, je fais je ne sais pas combien de séances pendant des années avec quelqu'un de très réputé, techniquement impeccable. C'est forcément la déclaration de quelqu'un qui a raté quelques séances importantes. Il n'est pas allé pendant il a oublié que pendant quelques semaines, il avait oublié d'y aller. Les premiers inconnus, c'est moi. Les premiers inconnus, c'est moi. J'ai eu 1000 usagers comme celui-ci. Il arrive le 1001 et je m'excite à bloc. Et pourtant, la situation n'a rien d'exceptionnel par rapport à ma longue expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est vachement difficile, ce mec. Non, c'est toi qui est difficile. C'est un de tes locataires qui s'est réveillé. Un de tes squatters, pardon. Un de tes squatters qui s'est réveillé. Qui se font mijoter, qui disent dans le chat, je fais mijoter. Qu'est-ce qu'il dit la dame? Je fais mijoter. Un des personnes en distanciel dit je fais mijoter. Très bien, sage. Très sage, oui. Très sage. Bon, il faut maintenir la chaleur à température égale. Hein? Ça peut brûler, dis-lui, ça peut brûler. Alix encore. Aline, pardon. En venant à cette formation,
je me posais beaucoup de questions. Non, le titre, il m'a vraiment... Emballé. J'étais amoureuse du titre. Bon, c'est un bon début. C'est un bon point de vue. Donc, on rencontre actuellement des grosses difficultés, hein, avec le fait de pouvoir gérer nos émotions, avec nos résidents et entre collègues. Et j'étais arrivée à un stade où je pensais que j'avais beaucoup de patience. Mais il y a des événements qui sont passés en 2020 qui m'ont fait comprendre que ma patience avait des limites. Et là, je pensais que j'étais arrivée au bout de mes capacités au niveau de gérer mes émotions. En repartant aujourd'hui, je me dis non, finalement, je peux encore les domestiquer. Donc, Tu peux gérer un portefeuille. Moi, je gère pas ces On ne peut émotions. pas gérer ses affects. Pour ça, il faut être très, très moderne. C'est une ironie, hein, bien sûr. On ne gère pas ses affects. On les réprime. On fait comme on peut. Quelqu'un citait Montaigne. Oui, oui, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Mais c'est pas plus. Mais c'est rappeler que les usagers aussi. Hein. Les usagers aussi. Mais il ne faut jamais oublier les usagers aussi. Ils font comme ils peuvent. Ils ne font pas bien, évidemment, comme toi. Hein. Comme moi. Hein. Tu parles d'une expression, Saïd, moi qui m'interroge, qui continue à m'interroger. Les affects sont chargés d'idéologie. Yes. Idéologiquement chargé, c'est plus mieux peut-être. Oui. Bon, d'accord. Chargé d'idéologie. Je me dis, quel est le poids chargé d'idéologie? Non, non, celle-là, tu... Ouais, je fais sans doute une transposition Oui, non, plutôt idéologiquement chargé. idéologiquement chargée. Connoté. Donc, il y aurait l'histoire d'un nouage. On peut parler d'un nouage. C'est ça, autant de manières de dire la même chose. Idéologie inconscient formelle. Donc, les affects sont idéologiquement chargés, c'est-à-dire colportent des valeurs, des jugements, des points de vue orientés sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, D'accord. ce qui vaut la peine d'être aimé, Donc, ce qui ne vaut pas la peine d'être aimé. On exprime par des affects des désaccords idéologiques. Est-ce que je dis en disant comme ça, Et serait... non. Non. Non, parce que bon, tu sais, je suis obsessionné. Mais voilà, donc, obsédé textuel, disait quelqu'un. oui, c'est, je ne sais plus, Au Tournier. moins. Tournier, le romancier. Non, si on dit, on exprime effectivement des conflits idéologiques, on pourrait penser donc que les conflits idéologiques sont la cause ultime. Oui, non, il est important. Marx savait assez bien, pas peut mieux faire, hein, savait assez bien ce qu'idéologie veut dire, mais il ne savait rien, parce que c'est pré-psychanalyse, il ne savait rien des affects. Donc, mais il convient de ne pas faire des idéologies, et ça c'est de sociologie, et il convient de ne pas faire des idéologies la cause de mes affects. Les affects obéissent à des logiques, à des mécanismes, et la psychanalyse, entre autres, peut mettre en nu. Et là, comme limite, la non-thématisation, enfin, le fait de ne pas savoir bien ce qu'idéologie veut dire, donc les difficultés à aller plus loin. Et donc, la croyance que les affects sont affectifs seulement. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de choisir. Autrement dit, il s'agit de renoncer à la cause première, vous vous souvenez? Ça, c'est terriblement difficile. Ce n'est pas jeudi que vous allez réussir. Difficile. Mais ça peut être une bonne balise. Et renoncer, ça coûte parce qu'on l'utilise pour beaucoup de choses, y compris, sinon surtout, notre vie personnelle. Hein? Renoncer à l'idée d'une cause première qui aurait tout déclenché. La question, en termes plus domestiques, qui est au départ, la poule ou l'œuf?
c'est une question sans réponse parce que ce n'est pas une question. Ce qui est au départ, ce n'est pas la poule, ce n'est pas l'œuf, mais le rapport. Ce qui est au départ, c'est le rapport. Ce qui est au départ, c'est les relations. Pour donner un exemple, Karl, oui, le barbu 19e, Marx, c'est quoi, 18e, 19e. On connaît la célèbre formule, la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Mais pas encore, bon, on peut être d'accord. On peut dire, ah oui, d'accord, donc ce que ça veut dire, c'est que d'après Marx, c'est les classes sociales qui sont les moteurs de l'histoire. Non, non, ça c'est pas Marx, ça c'est ça. L'économie politique classique le connaissait très bien déjà. Hein? Et non, ce qui est proprement marxiste, c'est la lutte entre les classes, les rapports entre les classes, les rapports. Ce qui est chez Freud, ce qui est fondateur, ce n'est pas Eros, ce n'est pas Thanatos non plus, ce n'est pas l'amour ou la mort. C'est le rapport. C'est le rapport. Le lien, l'opposition, l'exclusion, la convergence, le rapport. Ça donne une idée très dynamique des choses et de ce que soi-même on peut faire dans la boutique où on travaille. Oui, oui. Oui. Sinon, les carottes sont cuites, les jeux sont faits, il n'y a rien à faire. Et mais non, il y a toujours il y a à faire, parce que ce qui commande, ce n'est pas celui qui est là-haut, mais la place qu'il a et la soumission que je lui offre. La soumission que je lui offre. Comme dit les garçons, la Boétie, ils sont grands parce que nous sommes à genoux. C'est bon, hein? Il avait 25 ans. Ils sont d'autant plus grands. Pardon? Ils sont d'autant plus grands. C'est ça, ils sont d'autant plus grands que nous sommes à genoux. Bon, si tout ça vous intéressait éventuellement, venez avec nous inventer pratique sociale. On s'est réunis beaucoup par Zoom. Bon, on se réunit uniquement par Zoom par les temps actuels, parce qu'on invite chacun dans aux quatre coins de la... Pardon? C'est la première fois qu'on se voit, on ne s'est pas reconnu. J'exagère un peu. Qui c'est celle-là? Oui, bon. C'est l'aventure de créer une pensée, oui, laquelle chacun apporte ce qu'il peut. Bien sûr, accepte la critique, condition du dépassement. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour meubler encore le temps? Non. Oui, donc les... Attends, il y a Marga. Je me demandais, c'est très important ce que tu dis, les rapports. Ah, j'adore ça. Les rapports. Comment se tient dans cet entre qui n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, c'est les rapports. Je me disais, est-ce qu'on peut faire un lien? Ça, c'est venu quand le verre d'hier, ce n'est pas la personne naissante, vous vous souvenez? Ce n'est pas les patients, ce n'est pas même la médecine qu'on pratique en tant que telle, c'est l'amour du métier. C'est le désir. Et je pensais à certaines choses qui me disent parfois les lycéens, les ados, les collégiens. Je demande, je fais un peu avec eux, comme les profs font, quelle note vous le mettez à tel prof? Comment tu le noterais? Donc, une note par rapport à comment il est, par rapport au savoir, s'il est sévère, pas sévère. Et donc, ils me disent finalement quelque chose qui traverse tout, c'est je l'aime beaucoup. J'aime bien la matière parce qu'il a
le désir de nous apprendre. Il a la passion de la matière. Et c'est là où je m'insère dans cette passion qu'il a. C'est un petit article de Freud qui dit un petit peu ça, du Lycien. Et je me disais, cet entre-là, ce rapport-là, c'est peut-être saisir, pas les savoirs en tant que tels, pas l'idéologie ou l'inconscient, mais c'est nous-là qui maintient le désir de faire, d'avancer par rapport à un savoir, par rapport à l'usager, par rapport à nous-mêmes. En quoi nous sommes là en manque? Qu'est-ce qui, de notre métier, de notre travail, de notre traversée, pose question? Comment mieux ouvrir les oreilles pour entendre ce que l'usager vient me dire, ou les patients. Donc, vous voyez, je me disais, il y a quelque chose de ce qui a été dit hier qu'on pourrait prendre comme... Évidemment, là, à la fin, je disais, il faudrait commencer par vous raconter des situations. Peut-être là, on peut saisir mieux le rapport. Recommencer la vie. Oh, c'est quand, oui, quand on a déjà fait l'expérience 25 fois, c'est le cas de le dire, c'est la 25e journée. Oui, ça, quand ça se termine, qu'on est bon pour commencer, hormis la fatigue, bien sûr, mais qu'on est bon pour commencer, bien sûr. Bon, les journées prochaines sont, je ne sais pas à quel moment, mars. Novembre 2022. Oui, donc c'est. Et c'est au risque de la protection des enfances. Une des thèses, c'est dire qu'il n'y a pas d'enfance, mais il y a, sauf que l'ASE le traite, hein, mais sinon, il y a des enfances historiquement connotées, idéologiquement séparées, par quartier, par niveau de revenus, par niveau culturel, etc. Bon.